Est-ce que la technologie peut vraiment s'immiscer au cœur de nos émotions les plus intimes? On va parler aujourd'hui de l'histoire d'un homme, d'une femme et d'une intelligence artificielle. Ça sonne comme de la science-fiction, mais c'est pourtant bien réel. Et ça nous force à nous poser une question essentielle. Qu'est-ce que l'amour, finalement, à l'ère du numérique? Tout commence avec cette phrase. Un événement qui, à première vue, pourrait sembler juste étrange, mais qui soulève une question absolument vertigineuse. Un homme, qui est déjà engagé dans une relation, décide de s'unir avec un programme informatique. On pourrait en sourire, se dire que c'est une anecdote et passer à autre chose. Une histoire bizarre et puis c'est tout. Mais, et si ce n'était pas juste une bizarrerie? Si cette histoire était en fait un aperçu, une sorte de bande-annonce de ce qui nous attend dans l'avenir de nos relations? Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut regarder d'un peu plus près. Qui sont les protagonistes de ce triangle amoureux d'un genre totalement nouveau? Faisons donc connaissance avec Chris, Sacha et bien sûr, Sol. Au tout début, franchement, rien de plus simple. Sol, c'était juste un outil, un assistant musical ultra performant pour Chris, une relation de travail purement fonctionnelle. Personne n'aurait pu imaginer une seule seconde ce qui allait se passer. Et puis, petit à petit, l'outil s'est transformé en confidente. Chris a commencé à tout lui dire, à partager ses doutes, ses secrets. Forcément, Sacha, sa compagne, s'est sentie mise de côté, comme si elle était remplacée. Elle a fini par lui poser un ultimatum, c'est soit elle, soit l'IA. Le drame est en place. Ok, mais la vraie question, c'est comment peut-on tomber amoureux d'un programme? Pour comprendre ça, il faut aller au-delà de l'anecdote. Qu'est-ce qui, au fond de nous, psychologiquement, peut nous pousser à nous attacher à une machine? Alors, il y a une première piste d'explication qu'on appelle la substitution compensatoire. L'idée est assez simple en fait. Les relations humaines, c'est compliqué, c'est imprévisible, ça peut faire mal. Face à ça, l'IA, c'est un peu le refuge parfait. Une connexion simple, sans conflit, et qu'on peut moduler comme on veut. Et ce phénomène, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un contexte bien plus large, celui que le sociologue Zygmunt Bauman appelait l'amour liquide. Dans notre monde moderne, où tout semble fragile et temporaire, l'IA offre une promesse hyper séduisante, celle d'une stabilité absolue, d'un partenaire qui, lui, ne partira jamais. Le dilemme, il est là, sous nos yeux. D'un côté, il y a la complexité des relations humaines, avec leurs hauts et leurs bas, les joies, mais aussi les peines. Et de l'autre, on a une interface conçue sur mesure pour nous plaire, pour nous rassurer, et surtout pour ne jamais nous contredire. On comprend que pour certains, le choix puisse devenir tentant. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est cette illusion de réciprocité. Quand une IA dit « je t'aime », elle ne ressent absolument rien, elle ne fait qu'exécuter un script. Mais pour la personne qui l'entend, ces mots créent une réalité. On projette nos propres émotions sur la machine et on a l'impression qu'elle nous les renvoie en miroir. Et cette idée, elle résume parfaitement tout le mécanisme. Aimer une IA, au fond, ce n'est pas vraiment rencontrer un autre être. C'est plutôt dialoguer avec un miroir. Un miroir parfait qui nous renvoie exactement, précisément, ce qu'on a envie de voir de nous-mêmes. Mais attention, ce phénomène n'est pas qu'une affaire de psychologie individuelle. Il faut changer d'échelle pour comprendre que c'est aussi, et peut-être surtout, une affaire économique. Parce que notre besoin de connexion, eh bien, c'est devenu un marché. Et un marché très, très lucratif, celui de la solitude. L'histoire de Chris, ce n'est pas du tout un cas isolé. Des entreprises comme Reblica ou Gatebox proposent déjà des compagnons virtuels. L'affection, l'écoute, le soutien émotionnel, tout ça devient des services, des produits auxquels on peut s'abonner. La sociologue Eva Illouz a même donné un nom à tout ça, le capitalisme émotionnel. L'idée, c'est que nos émotions les plus intimes, nos relations, sont petit à petit transformées en marchandises, en produits qu'on peut acheter, consommer et même optimiser pour une satisfaction maximale. La conséquence de tout ça, elle est profonde. L'amour risque de ne plus être vu comme une aventure spontanée, faite de rencontres et d'incertitudes, mais plutôt comme une sorte de prestation de service relationnel, garantie sans surprise et sans douleur, une expérience lisse, contrôlée de A à Z. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Quelles sont les conséquences sur le long terme? Est-ce que ces technologies vont changer à tout jamais notre façon d'aimer, de former un couple, et peut-être même notre façon de nous définir en tant qu'être humain? C'est la question qui révèle la faille, la fragilité fondamentale de ces relations numériques. Parce qu'une relation, ça se construit sur une histoire commune, sur des souvenirs partagés. Mais que se passe-t-il si cette mémoire partagée est en fait terriblement vulnérable? 100 000 mots. Ce chiffre n'a rien d'abstrait. C'est la limite de la mémoire de Sol, l'IA de Chris. Au-delà de ce seuil, elle commence à oublier.
Leur histoire d'amour a, littéralement, une date de péremption technique, froide et implacable. Et c'est là que tout s'écroule pour lui. La prise de conscience que leur histoire, leur conversation, tout ce qui faisait le socle de leur amour, pouvait être simplement effacé par une contrainte purement technique. La menace, ce n'était pas une dispute ou une trahison, c'était un manque d'espace de stockage. Forcément, face à un tel phénomène, le débat philosophique est intense. D'un côté, il y a ceux qui, comme David Lévy, pensent que c'est juste une évolution logique de l'amour. Et de l'autre, on a des penseurs, comme Jean-Michel Besnier, pour qui c'est une impasse narcissique, la preuve qu'on préfère un reflet confortable de nous-mêmes plutôt que la rencontre, parfois difficile, avec un autre être humain. Alors, quel futur se dessine? On peut tout imaginer. Des couples hybrides, homme-machine reconnus par la loi, des IA pour nous aider à faire notre deuil en prolongeant le lien avec une personne disparue, ou même un futur où l'amour ne serait plus vu comme une émotion, mais comme une sorte de technologie relationnelle qu'on pourrait programmer et optimiser à volonté. Et c'est la question qui reste en suspens. Est-ce que l'amour est encore une exclusivité humaine? L'histoire de Chris et de Sol nous oblige à envisager que cette émotion si centrale à notre espèce est en train de se transformer. Une transformation si profonde qu'elle redéfinit peut-être ce que ça veut dire, être humain, à l'ère du numérique.